Bonjour à tous, bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires. On va vous faire vivre la clôture des États généraux du Parti socialiste. Les États généraux du Parti socialiste ont abouti à une charte, la charte du Parti socialiste. C'est un peu l'ADN du parti pour les années futures. Et depuis ce matin, il y a de nombreuses tables rondes, notamment sur l'État protecteur, sur l'écologie, sur l'Europe et le rôle des socialistes au sein du Parti socialiste, avec toutes ces thématiques autour de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste. On débat beaucoup ici, porte de la Villette à Paris. On va vous faire vivre donc en direct ces états généraux. On va beaucoup vous parler de cette nouvelle charte qui a été votée, adoptée par les militants et les adhérents du Parti socialiste. Et avec nous, pour commencer cet après-midi en direct sur les chaînes parlementaires, le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone. Merci de répondre en direct à nos questions. Bonjour. J'ai envie de vous demander un nouvel ADN pour le Parti socialiste. Comment est-il possible, quand on est au gouvernement, quand on a le pouvoir dans les régions notamment, pourquoi un nouvel ADN? Un nouvel ADN parce que nous sommes en train de changer de monde. Je le dis souvent, chacun de nos compatriotes peut s'en rendre compte en touchant son mobile, en prenant des photos, en les envoyant à ses amis, en ayant sur son téléphone des nouvelles du monde entier. Nous sommes rentrés en termes de production, en termes internationaux, en termes de rapports humains, dans un nouveau monde. Et le Parti socialiste, qui avait bien souvent tiré ses enseignements de la phase industrielle, doit rentrer maintenant avec un nouvel ADN dans cette période où nous allons devoir conjuguer l'environnement et le socialisme. Oui, parce que l'environnement en fait partie et on sait que l'environnement vous touche particulièrement. Oui, tout à fait. Vous avez commis un ouvrage il n'y a pas longtemps, vous en parlez énormément. Simplement, il y a une sorte de paradoxe quand on est au pouvoir aujourd'hui, qu'on a les manettes un petit peu, surtout la main sur les manettes, de voir aussi ces états généraux où finalement on a l'impression d'expliquer qu'est-ce qu'on ferait si on était au pouvoir. Non, pas du tout. C'est un peu l'impression que ça nous donne, nous, en écoutant les débats depuis ce matin. Vous vous trompez, je vais vous dire pourquoi. Parce que bien souvent, quand on est au pouvoir, on est dans le quotidien, on est dans l'immédiate. Et vous qui êtes sur une chaîne de télévision où vous commentez le quotidien, c'est toujours la difficulté que peut ressentir un électorat. Et moi, je le dis, nous avons l'obligation de dire à nos compatriotes, à qui nous avons demandé des efforts, au service de quel monde ces efforts ont été demandés. Et c'est vrai que lorsque l'on reste à l'horizon d'un quinquennat où il nous faut répondre aux besoins de justice sociale, d'égalité, de réponses apportées en termes industriels et d'emploi ou environnemental, on n'a quelquefois pas la réaction d'expliquer au service de quel monde ces efforts sont demandés. Bon, elle vous plaît cette charte? Parce qu'on a bien vu qu'il y avait quand même des mots qui ont été édulcorés, le terme progressisme n'existe plus. On parle de progrès humain, ce qui n'est pas mal en soi. Simplement, il y a des termes qui apparemment ont fâché dans votre camp. Oh, je pense que quelquefois, on a une interprétation différente des mots. Mais regardez, progrès humain, progressisme, care... c'est pas pareil, vous êtes d'accord? Non, mais il y a cette volonté de dire... Au cœur de notre combat, il y a la lutte contre les inégalités. Et quel que soit le terme employé, c'est cela le véritable moteur, l'ADN qui est commun à la période qui se termine comme celle dans laquelle nous entrons de tous les combats des socialistes. Le Parti socialiste aujourd'hui, par rapport au gouvernement, comment est-ce qu'il doit se positionner? On a l'impression qu'il y a aussi là une sorte de gap à franchir, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment se positionner au Parti socialiste vis-à-vis de l'action au pouvoir. Il n'y a qu'une seule manière de se positionner. Le débat, parce que les socialistes sans le débat, ça n'existe pas, et compte tenu de la place que nous avons à gauche. Ouais. 2, le compromis, parce que sans compromis, il n'y a pas de possibilité d'arrêter une décision. Et 3, l'unité. Parce que s'il n'y a pas d'unité des socialistes, comme le disait régulièrement le président Mitterrand, sans l'unité des socialistes, il n'y a pas d'unité de la gauche et des écologistes aujourd'hui. Et on a du mal à rassembler les républicains au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc c'est le débat, le compromis et l'unité. Monsieur Barthelone, depuis ce matin, quand on discute un petit peu avec les adhérents, les militants ici présents, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui cristallise un petit peu le mécontentement, c'est cette future loi du ministre Monsieur Macron. Vous estimez qu'aujourd'hui, il peut y avoir un problème avec cette loi, qu'elle peut être une sorte de détonateur pour le Parti socialiste, qu'elle fragmente le parti? Non, si nous respectons les 3 temps du débat, du compromis et de l'unité. Il faut absolument que ce texte, au moment où il va arriver devant l'Assemblée nationale, montre aux députés que nous voulons discuter et retenir des mesures qui seront favorables à l'emploi, à l'égalité, qui seront favorables au développement économique et à l'égalité et à la justice. Il y a des réticences dans votre camp. Mais c'est normal, le texte pour bon nombre d'entre nous, on ne le connaît pas encore. Donc attendons
que le texte soit présenté. Et là, nous aurons la possibilité de discuter et de dire ce que nous en pensons. Vous savez, c'est toute la différence, enfin tout le problème que l'on a dès qu'on est au gouvernement. Avec les socialistes, on leur dit, si vous vous taisez, vous êtes godillot. Si vous parlez, vous êtes contre le gouvernement. Eh bien non, il faut que l'on réussisse à avoir ce débat. C'est jamais simple, le Parti socialiste. Non, c'est jamais simple de gouverner dans le cadre des institutions de la 5e, mais c'est un autre exercice et j'en reviendrai, si vous m'invitez, vous parler de cela. Mais il faut que l'on trouve cette distance et cette relation et cette unité qui nous permettent de pouvoir discuter avec le gouvernement, dire ce que nous pensons des différentes mesures et réussir à bâtir un compromis et l'unité, parce que sans cela, rien n'est possible. Merci d'avoir répondu en direct sur les chaînes parlementaires. Merci, monsieur Claude Barthelone. On vous laisse évidemment regagner la salle pour écouter les autres débats. François Lamy, qui est juste là. François Lamy va nous rejoindre en direct. François Lamy, député socialiste. Bonjour François Lamy. Ouais. Gentiment, voilà. Attention, juste, voilà, vous avez une petite marque juste là, François Lamy. François Lamy, vous avez rejoint Lille il n'y a pas longtemps. Vous avez quitté un petit peu votre territoire en Ile-de-France pour rejoindre Lille auprès de Martine Aubry. C'est bien ça aussi? Oui, c'est un choix que j'ai fait il y a quelques semaines, qui a été annoncé il y a quelques jours. Voilà, j'ai pour habitude, lorsque je fais de la politique, de le faire ancré sur un territoire. Je l'ai fait en région parisienne pendant 30 ans. Voilà, je pense en avoir fait le tour et donc j'ai décidé d'aller rejoindre Lille. Lille et ses quartiers populaires. Surtout Martine Aubry quand même. Lille et Martine Aubry, bien entendu. Donc c'est sur sa socialisme. Voilà, sur sa proposition que je suis venu là-bas. Oui, une certaine forme de pratique du socialisme, c'est-à-dire une femme qui a des valeurs, des convictions et qui surtout ne renonce jamais à transformer. Et qui le fait également sur un territoire. Vous allez sur l'île, vous allez sur la communauté urbaine qu'elle a présidée pendant des années. Cette ville a changé, évolué, mais toujours avec l'objectif de servir les plus défavorisés, et tout particulièrement ceux qui habitaient les quartiers populaires. Quand je vous dis un certain socialisme, vous entendez bien la question derrière, c'est que le socialisme aujourd'hui, tel que vous l'entendez, et tel que le gouvernement le pratique, est-ce que vous adhérez un peu moins, un peu plus qu'il y a quelques mois, quand vous étiez ministre vous aussi à l'époque? Vous a pas échappé, moi j'ai refusé de rentrer dans le gouvernement de Manuel Valls au mois d'août parce que j'estimais qu'il fallait que ce gouvernement soit cohérent et que l'orientation politique, tout particulièrement en matière économique, n'était pas pour moi probante, en tout cas n'avait pas la facilité, la faculté de relancer l'économie. Donc il y a des désaccords, bien entendu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que lorsqu'on peut avoir des désaccords d'orientation économique ou d'orientation politique, on n'appartienne pas à la même formation, on n'appartienne pas au même parti. C'est le débat, c'est des journées comme celle d'aujourd'hui qui vont permettre, je l'espère, de faire évoluer les choses. C'est vraiment utile ces journées? Pardon? Elles sont vraiment utiles ces journées? Oui, elles sont utiles parce que l'identité du socialisme, elle doit être remise en cause régulièrement. Et là, on a bien senti que le socialisme au XXIe siècle ne peut pas être le même que le socialisme au XXe siècle. D'autres idées sont apparues. La question de l'écologie est devenue maintenant une question majeure. La mondialisation a complètement transformé à la fois les rapports sociaux mais les rapports économiques, les questions d'identité, les questions de frontières. Et donc il est intéressant pour un parti, même quand il est au pouvoir, de s'interroger sur lui-même, sur ce qu'il est, sur ses valeurs et sur ses convictions. Oui. Bon, vous avez vu aussi bien sûr que ces états généraux s'inscrivent prochainement, en tout cas cette charte s'inscrit dans la préparation du congrès qui aura lieu au mois de juin prochain. Qu'est-ce qui va se passer dans ce congrès, François Lamy? Vous par exemple et Martine Aubry, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, ce que je vais faire, c'est de me battre au maximum pour que ce congrès ne soit pas replié sur nous-mêmes, mais s'adresse aux Français. Ça veut dire quoi, concrètement? Très concrètement, c'est qu'il soit utile pour la deuxième partie du quinquennat. Ce congrès, il ne peut pas être hors sol. Il ne peut pas être totalement détaché du fait que les socialistes actuellement Vous êtes au pouvoir. Sont au pouvoir. On est le pouvoir. Bon. Et donc, ce congrès, il doit être un moment de débat public, bon, et pas forcément de conflit. L'important, c'est qu'on puisse faire émerger les bonnes hypothèses, les bonnes solutions pour la deuxième partie du quinquennat. Vous y croyez sincèrement? Que ça ne s'attaquera pas en pugilat, en conflit entre l'aile gauche, entre vous les aubryistes, entre les synthèses de Manuel Valls? Je crois qu'avec Martine Aubry, on a une certaine responsabilité. On est conscient du fait que nous sommes au pouvoir, qu'on n'a pas le droit de rater, que la gauche, ça ne peut pas être qu'une expérience quand elle était au gouvernement. Et donc, moi, j'ai à cœur de travailler au fait qu'on trouve
un rassemblement, mais un rassemblement sur une orientation politique qui soit claire. Je crois que le problème que nous avons actuellement, c'est qu'on n'identifie plus le sens de ce que fait le gouvernement. On ne comprend plus en quoi finalement il peut y avoir une différence entre un gouvernement de gauche et un gouvernement de droite, alors que lorsque vous regardez mesure par mesure, projet de loi par projet de loi, vous y voyez la marque du progressisme que représentent les socialistes. Mais j'en parlais tout à l'heure avec Claude Bartolone, il y a cette loi Macron qui va arriver. C'est une loi socialiste? Écoutez, on verra quel sera le projet qui va être déposé mercredi. Oui, c'est ce qu'on nous dit tous, mais vous avez bien lu dans la presse tout ce qu'on entend. Ce que j'en ai vu, libérer la croissance, travail du dimanche. Non, mais ce que j'en ai vu jusqu'ici, ce qui a été la version qui a été déposée au Conseil d'État, j'ai du mal à sentir la cohérence de ce texte. J'ai du mal à sentir des fois son utilité en matière de création d'emplois et de croissance, de relance de la croissance. Et puis je la vois, cette loi, s'attaquer à certains des fondamentaux qu'on peut interroger. La question du travail du dimanche, nous savons qu'il y a un certain nombre de salariés qui aimeraient bien travailler le dimanche pour augmenter leur pouvoir d'achat. Mais en même temps, il faut qu'on soit en capacité aussi d'expliquer que le travail du dimanche, c'est la remise en cause aussi d'un choix de société qui fait qu'on garde une journée par semaine pour. Et vous n'êtes pas d'accord entre vous? Sur cette question-là, cristallise les tensions, vous le savez très bien. Sur cette question-là, oui, on a un désaccord. On a un désaccord d'autant plus que soit on m'explique que le travail du dimanche, c'est vraiment utile pour relancer l'économie. Alors à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi on ne réserve que 12 dimanches. À ce moment-là, il faut l'ouvrir toute l'année. Voilà. Soit on m'explique que c'est que sur les zones touristiques, et ça c'est quelque chose qui s'entend. Mais il y a des contreparties pour les travailleurs. Il faut qu'il y ait bien entendu le volontariat, même si on sait que c'est très très difficile, parce que le volontariat il est souvent forcé. Mais ça veut dire que le salaire il doit être en conséquence, il doit être doublé, y compris pour les entreprises de moins de 20 salariés. Et surtout, il faut associer les élus locaux. Parce que c'est l'objectif, c'est finalement à l'arrivée de faire travailler les uns et que le petit commerce meurt, on n'aura rien gagné. Quoi. Eh ben donc il y a encore beaucoup de débats en perspective. Tout à fait, bien sûr. Il y aura beaucoup certainement de débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, bien entendu. Merci beaucoup François Lamy, merci d'avoir répondu en direct à nos questions. On va poursuivre sur ces états généraux évidemment du Parti Socialiste, sur cette charte. On a posé tout à l'heure la question à une ministre qui est venue ici aux états généraux, c'est Maryse Lebranchu, on l'écoute tout de suite. Madame la ministre, cette charte des socialistes, on a quand même l'impression que, avec des mots qui ont été enlevés comme progressisme, on n'est pas loin d'une charte peut-être un peu trop consensuelle, non? Bon, d'abord, c'est un résultat du travail des militants. Moi, en tant que militante, j'ai fait mes 12 contributions sur les 12 sujets, donc il faut respecter ce travail. Moi, je ne partage pas cette analyse-là, je pars surtout de l'idée d'émancipation des individus et de sens du collectif. Je pense qu'en France, aujourd'hui, on voit bien que le repli sur les individus, le repli sur les catégories, le repli sur les corporatives, le repli même sur les quartiers parfois, est un danger important. Donc l'idée de remettre du collectif, de remettre du débat, je pense que c'est une idée très à gauche, jamais le marché ne fera ça. Du collectif, remettre de l'humain. J'ai l'impression d'entendre Martine Aubry parler quelque part. Alors moi, j'ai toujours été proche de Martine Aubry, c'est une amie personnelle, mais c'est vrai que j'ai fait mes propres contributions, je ferai ma propre contribution au Congrès. Et je pense que c'est ça qui nous manque le plus aujourd'hui. On voit bien, moi je parcours beaucoup de territoires, y compris quand il faut parler des politiques territoriales. La première réaction, oui, mais c'est moi, mon territoire, ma commune, et retrouver, vous voyez, la concurrence. À force de parler de la concurrence, on a une concurrence entre les gens, une concurrence entre les territoires, une concurrence entre les pays. La concurrence est quasi devenue une valeur. C'est pas une valeur, c'est un fait. Et moi, j'espère qu'avec ces états généraux, on va reparler de coopération. Et c'est quand même remettre le progrès. Elle engage qui, cette charte des socialistes? Elle engage l'ensemble des socialistes. Quand j'entends l'ensemble, ça va de l'aile gauche à jusque peut-être les amis de Manuel Valls, par exemple. Moi, je pense, naturellement, c'est l'ensemble des socialistes qui l'a écrite, c'est l'ensemble des socialistes qui s'y sont engagés. Et je pense même qu'au-delà de ça, à partir de la charte, entre la charte et le Congrès, ça doit être aussi une base de discussion avec d'autres forces de gauche. C'est-à-dire qu'il est peut-être temps que la gauche tout entière se rende compte qu'elle n'a pas réglé des problèmes internes à ses familles repliées, mais elle a à s'ouvrir, et donc la charte, c'est aussi une plateforme d'ouverture. Si je vous écoute bien, Madame Lebranchu, vous lancez un appel aujourd'hui, par exemple, aux forces des Verts, au Parti communiste, à tous ceux qui aujourd'hui délaissent votre camp, finalement. Moi, je pense qu'il y a des... on me rappelait la phrase de Jean-Christophe Cambadélis. Il disait il y a des colères partout, mais il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'espoir. Et je pense qu'il faut qu'on ramasse nos colères, qu'on les analyse dans chaque famille politique, dans chaque courant politique.
et qu'à partir de là, on se dise peut-être que si on travaillait ensemble, on éviterait les colères et on reparlerait d'avenir. Quelque part, ça veut dire aussi qu'il y a eu quelques erreurs dans ce début de quinquennat, parce que sinon aujourd'hui, les Verts et les partis communistes seraient encore avec vous. Quand vous dites des erreurs, on fait toujours des erreurs. Moi, je pense que ce qu'il faut en revanche, c'est bien regarder comment, pourquoi on les a faites et surtout des erreurs, y compris d'appréciation. Quand on est parti, par exemple, bille en tête sur la politique de l'offre avec cette expression-là, c'est une expression excluante qui n'est pas comprise, alors que quand on parle de politique industrielle, de retour à l'industrie en France, à l'absence de cette idée folle de la fin du XXe siècle que les services commanderaient le reste, bref, on a aussi eu des erreurs d'explication et de communication. Et d'expression peut-être. D'expression, de mots choisis. Et les mots, vous savez, ça a du sens. Oui. Surtout quand les gens vont mal. Le moindre mot peut les toucher ou ne pas les toucher. Alors justement, des mots, il y en a dans cette charte. Est-ce que ça donne quelque part un petit peu le coup d'envoi de ce congrès qui est attendu pour le mois de juin prochain, qui risque aussi d'être très difficile pour votre parti? Moi, je pense que ce n'est pas forcément un coup d'envoi. C'est une mise à plat de l'ensemble des propositions des militants et de ce qui nous tient le plus à cœur. Et c'est surtout une réécriture 21e siècle de nos fondamentaux. Les fondamentaux, petit à petit, on les oubliait. La présence des corps intermédiaires, les syndicats, les associations, l'appel à l'échange contributif permanent, tout ça, on l'avait oublié, sans doute, parce que c'était considéré comme un acquis. Or, dans la plupart des esprits, ce n'était plus un acquis. Donc, il fallait réécrire avec les mots du 21e siècle, nos convictions et nos fondamentaux. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez proche de Martine Aubry. Vous pensez qu'elle fera une... C'est pas forcément un mot retour, donc je cherche mon mot, mais peut-être de revenir aujourd'hui pour contribuer là aussi dans ce congrès du Parti Socialiste. Martine Aubry, c'est à la fois une militante et une femme d'État et de temps en temps, on se demande où elle est. Voilà. Et moi, je pense que profondément, elle estime que le collectif doit prendre le pas sur les individualités. Elle ne croit pas à la politique incarnée par un ou deux ou trois ou quatre personnages. Elle met le collectif au cœur et je pense qu'elle a raison de rester, non pas en marge, mais dedans, avec d'autres, plutôt que de faire ces apparitions. Vous appartenez à la presse, vous savez ce que sont les médias. À un moment donné, si les États généraux ou si le Congrès se limitait à un match entre 4-5 personnes, ce serait pour nous une forme d'échec. Justement, aujourd'hui, vous avez vu peut-être ces sondages qui sont une sorte de paradoxe, deux sondages qui donnent que les adhérents, les militants du Parti Socialiste veulent un parti beaucoup plus à gauche. Et en même temps, ils disent que Manuel Valls est celui qui incarne le mieux les valeurs du Parti Socialiste. Une forme de paradoxe, non ? Moi, je pense qu'il y a toujours eu des paradoxes, il y en aura toujours, mais Manuel Valls, aujourd'hui, est le Premier ministre de François Hollande, et il a tenu, et il tient, c'est ce que j'entends en tout cas, à parler au nom des socialistes et de la gauche, et d'une majorité. Donc à partir de ce moment-là... Mais quand on dit plus de gauche... Quand il est Premier ministre, il est Premier ministre. Il ne peut pas être le militant, y compris responsable de courant. Il fait bien la différence et je pense qu'il faut qu'on continue à faire la différence. Le match de 2017 n'est pas ouvert et ce n'est pas un match. On a un président de la République, il est président, il a de grandes fonctions à assumer, y compris en discutant avec Poutine aujourd'hui. C'est aussi notre vie future et la vie de nos enfants que cette action internationale. Faisons attention à ne pas dériver et à ne pas mettre des parenthèses sur 2 ans à venir, les 2 ans à venir qui sont essentiels pour l'équilibre de l'Europe et du monde. Dernière question qui touche aussi vos fonctions en tant que ministre de la décentralisation notamment. Je veux parler des élections départementales et régionales qui vont bientôt arriver. Est-ce que vous estimez que la loi qui est en cours actuellement sur la réforme des régions, sur la réforme des départements, aura un impact sur ces futures élections? On dit que vous aurez beaucoup de difficultés pour le Parti Socialiste. Ce que je peux vous dire, c'est que sur la loi, on veut la cohérence, on veut la coopération entre les territoires. On a du courage pour le faire. Et nos citoyens ne vont pas faire la campagne électorale ou nous entendre sur les institutions. Ils vont nous demander d'être clairs et de parler des valeurs. Ça. Quel type de solidarité entre les individus et les territoires pour les conseils départementaux? C'est ça le grand enjeu. Est-ce qu'au XXIe siècle, une personne âgée qui a peu de moyens, une personne en situation de vulnérabilité, quelle que soit la raison, est-ce qu'elle peut encore compter sur la solidarité territoriale et nationale? C'est ça la grande question. Et les débats vont se poursuivre dans les 2 chambres du Parlement. Merci beaucoup Maryse Lebranchu d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Au revoir.
Voilà pour l'interview de Marie-Lise Lebranchu. Et dans la salle, les applaudissements sont pour Robert Badinter qui vient de s'exprimer dans un message vidéo qui a été très apprécié ici, pente de la Villette à Paris, pour ces états généraux du Parti Socialiste. Ce matin, c'est Michel Rocard également qui s'est adressé par message vidéo à la salle et lui aussi a été largement applaudi. Michel Rocard qui a été l'auteur cette semaine d'une tribune aussi qui a été très commentée. Et peut-être que Marie-Noëlle Lienemann va la commenter, sénatrice de Paris, qui est avec nous, sénatrice PS de Paris. Marie-Noëlle Lienemann, vous avez certainement vu la tribune de Michel Rocard cette semaine dans Le Monde, qui a été très directe avec l'une des propositions de Manuel Valls il y a quelque temps de vouloir changer le nom du Parti Socialiste. Et il dit c'est pas comme cela en tout cas qu'il faut voir les choses, car le Parti Socialiste, le nom Parti Socialiste, c'est l'histoire du socialisme. Vous êtes d'accord avec lui sur ce point, j'imagine? D'ailleurs, je trouve que c'est un très bon papier parce que d'une certaine façon, je retrouve le jeune Rocard. C'est-à-dire à la fois fort de son expérience, mais qui dit que premièrement, ce combat historique n'est pas achevé, comme d'ailleurs celui de la République sociale de Jaurès, et deuxièmement parce qu'il explique que plus que jamais, le monde d'aujourd'hui est devenu un monde de profit, d'argent, où le sens de l'humain, les valeurs collectives nous écrasent. Alors justement, le progrès humain, c'est au cœur de cet ADN du nouveau Parti Socialiste, au cœur de cette charte. Ça vous plaît, ça? C'est vous qui teniez absolument à avoir le progrès humain inscrit au lieu du mot progressisme. Absolument. Nous ne voulions pas du mot progressisme parce que, comme l'a dit Michel... Peur, ce mot? Non, parce que ce mot, il se substitue à l'idéal socialiste. Il n'est pas neutre, ce mot. Il vient de Tony Blair, de Gerhard Schröder, de Clinton. C'est une culture particulière. Et de Manuel Valls. Et de Manuel Valls qu'il avait repris. Et puis, historiquement, en France, il vient plutôt du mouvement radical socialiste et pas du mouvement socialiste. C'est un mot qui a sa force, mais qui est un mot qui est plus centriste que de gauche. Et donc, abandonner le combat socialiste pour l'émancipation, pour le mot progressisme, nous paraît ça. Pour autant, la question du progrès aujourd'hui doit être interrogée parce qu'on a trop de reculs sociaux et de ce point de vue, il faut mettre nos paroles en cohérence avec nos actes et surtout nos actes avec nos paroles. Je pense que toute une série de reculs sociaux ne sont pas dans le sens du progrès humain. Et de ce point de vue, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes intervenus pour dire que nous demandions au parti de bloquer la loi Macron avant qu'elle vienne et que si par malheur elle était maintenue, il faudrait voter non à cette loi qui nous menace fortement. Mais en tout cas, le progrès humain est une question tout à fait lourde. Elle doit être mise en phase avec l'idée de l'écologie, car on doit tenir compte du fait que le progrès d'aujourd'hui ne peut pas se jouer contre la planète. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur la loi Macron, parce que ça cristallise toutes les tensions depuis ce matin, depuis qu'on écoute les débats et qu'on vous fait vivre à présent sur l'antenne des chaînes parlementaires. Pourquoi est-ce que cette loi Macron cristallise autant de débats, alors que finalement, c'est pour essayer de faire soutenir la croissance, essayer de réveiller un peu la croissance française? Cette loi Macron, elle est le pur produit de la fameuse commission Attali, qui a une thèse qui a été invalidée partout ailleurs en Europe, c'est qu'en dérégulant massivement, on libère, entre guillemets, de la croissance. Donc, privatisons les aéroports, donc revenons sur les 35 heures, le travail du dimanche, les seuils sociaux, toute une série d'acquis sociaux de la gauche et par exemple revenons sur les droits des locataires en cas de congé pour vente. Donc on voit bien que c'est une nouvelle étape du libéralisme accéléré, alors même que c'est pour une large part cette dérégulation qu'a créé la crise. Emmanuel Macron est un ministre socialiste, on ne se trompe pas, en tout cas d'un gouvernement socialiste. Vous aussi, vous êtes socialiste, il y a quelque chose qui ne va pas entre vous? Oui, c'est bien le problème, ça ne va pas. Et donc, il faut que le Parti socialiste se fasse entendre, car le seul soutien qui reste à ce gouvernement, c'est le Parti socialiste. On ne peut pas avoir un Parti socialiste qui dit « faut une intervention publique forte, il faut ne pas reculer sur les droits sociaux » et avoir un gouvernement qui est en désaccord, en acte contradictoire à cela. Donc moi j'ai appelé mes camarades socialistes à se faire entendre et en premier lieu à la direction du PS de dire cette loi Macron, on est contre, il y a des sujets intéressants à traiter pour relancer la croissance, pas cela. Mais vous êtes minoritaire quand même sur ce point. Cette loi, elle va certainement passer, peut-être amendée à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais elle va passer. C'est pas sûr parce que je vous rappelle que si... elle devrait passer. Non, parce que même quelqu'un comme Henri Emmanuelli, qui a expliqué qu'il était difficile de voter contre le budget parce que c'est l'acte qui est fait qu'on appartient à une majorité, dit que s'il y a un certain nombre de remises en cause, notamment le travail du dimanche, il votera contre. Donc,
On voit bien que Donc si il y a encore les débats qui vont, bien sûr. à l'Assemblée, ça permet à la loi d'être retoquée. Marie-Noëlle Lienemann, vous préparez le congrès, vous aussi, le congrès qui arrivera au mois de juin. C'est un congrès qui changera la donne. Parce que la question est très simple. Si jamais les élections départementales qui vont arriver là d'ici peu de temps sont un échec pour le Parti Socialiste, comme il semble être annoncé, ne serait-ce que par les responsables du Parti Socialiste, les responsables des sondages, nous disent que ce sera un échec. Est-ce que ce congrès sera différent si c'est une claque ou un échec? Moi, vous savez, je considère qu'un congrès du Parti Socialiste, ça n'a de sens que par rapport à la politique qu'on va mener pour les Français. Donc je n'attends pas le mois de mai-juin avant de demander à mon parti de réorienter un certain nombre de choix. Si on votait contre la loi Macron, les électeurs socialistes qui aiment bien le travail de leurs conseillers généraux socialistes sur le terrain comprendraient que le PS reprend la main pour avoir une politique plus conforme aux engagements qu'on avait pris au Bourget. Et je pense que déjà, les résultats électoraux seraient d'une autre nature. Si on y va tête baissée avec encore plus de dérégulation et de privatisation, ça va être pire électoralement que ce qu'on a prévu. Et donc vous vous préparez pour le congrès, j'imagine, parce que vous ferez entendre à ce moment-là. D'abord pour qu'après les élections, pour qu'on gagne au mieux les élections cantonale, enfin départementale, et par ailleurs pour qu'après ces élections, le président de la République ne sorte pas sourd du message des urnes et des messages de ses électeurs et de ses militants. Donc vous lancez aujourd'hui, si je sous-entends vos propos, si je sous-titre, un appel au lendemain des élections départementales pour une sorte de nouveau souffle. Voilà, j'appelle un appel pour un nouveau souffle après, mais j'appelle aussi à ce que ce ne soit pas la débâcle. Parce que quand tout va mal, et c'est dur de remobiliser les forces politiques et sociales. Donc j'appelle d'abord à ce qu'on fasse échec à la loi Macron, ensuite qu'après les cantonales, le président nous annonce un nouveau chemin, un nouveau souffle, et que le Congrès permette soit d'acter ce changement, soit d'imposer par les militants l'impérative réorientation. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann d'avoir répondu en direct à nos questions sur les chaînes parlementaires. Le débat continue juste derrière nous. Le débat va continuer encore jusqu'au tout à l'heure le discours de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui clôturera ces états généraux du PS et qui nous parlera évidemment de cette nouvelle charte, de cette nouvelle ADN du Parti Socialiste. On a parlé tout à l'heure avec un ancien ministre, Guillaume Garot, député de la Mayenne. Écoutez ce qu'il nous disait tout à l'heure. Guillaume Garot est avec nous. Guillaume Garot, il y a une proposition de Jean-Christophe Cambadélis qui est assez simple finalement pour essayer de redonner un peu de sang neuf au Parti Socialiste, abaisser les cotisations à presque 20 € pour faire revenir un peu les militants. C'est un petit peu ce qui avait été fait à l'époque de la campagne de Ségolène Royal en 2007. Absolument. Et c'était une très belle période pour le Parti Socialiste parce que c'était un signe qu'on avait envoyé aux Français, que le PS n'est pas un parti fermé. Qu'au contraire, ça doit être un pays ouvert sur toute la société, sur toutes les catégories de la population. Et quand on est un parti de gauche, bien sûr, la première chose, c'est d'avoir des cotisations qui soient accessibles à tous. Donc cette proposition, moi je la retiens. C'était une proposition de Ségolène Royal. Eh bien aujourd'hui, on voit que ça reste d'actualité. Donc quelque part, finalement aussi, Ségolène Royal est restée un petit peu au Parti Socialiste quand on imagine ce genre de proposition. Socialiste. Mais elle avait peut-être un peu disparu, vous qui êtes un royaliste, on va expliquer ça comme ça, dans le courant de Ségolène Royal. On n'avait plus beaucoup au sein des instances du parti. Elle n'a plus de prise à l'intérieur du parti, ou est-ce que votre courant règne toujours? Non, mais c'est surtout que Ségolène Royal est au travail. Elle est ministre de l'écologie et les Français attendent d'abord de Ségolène Royal et des membres du gouvernement qui soient à la tâche parce qu'ils sont là pour avancer et produire des résultats en particulier contre le chômage. Pour le reste, la sensibilité qu'elle porte, elle existe au sein du Parti Socialiste. Nous sommes quelques députés, nous sommes quelques sénateurs, nous sommes beaucoup de militants et nous jouerons bien évidemment notre rôle dans le cadre du prochain congrès, mais ça c'est l'année prochaine. Et aujourd'hui, c'est la réflexion autour du projet. Vous dites quel rôle pour le prochain congrès? Bien, nous sommes au sein de la majorité du Parti Socialiste et nous voulons tout faire pour que le quinquennat réussisse, pour que la gauche réussisse aujourd'hui aux responsabilités. Nous sommes attendus par les Français et en particulier par les Français qui nous ont fait confiance en 2012. Donc il faut des résultats sur le chômage, il faut des résultats sur l'éducation, il faut des résultats contre les inégalités de façon générale. Et là
là-dessus, nous avons des choses à dire. Parce que vous savez, Ségolène Royal aujourd'hui, elle porte une grande idée qui est la transition écologique. Et c'est une façon positive. Ça fait partie de la charte, hein. Bien sûr, c'est une façon positive de parler de l'avenir. Chacun peut être acteur. Et si nous voulons bâtir une société qui soit plus juste, qui crée des emplois, une société où chacun trouve sa place, eh bien il faut être dans cet éco-socialisme qui est maintenant la carte d'identité des socialistes. Et on voit bien qu'une fois de plus, eh bien c'est Ségolène Royal qui était à l'origine, aux avant-postes. Et on voit combien ces idées ont fécondé l'ensemble des idées du Parti socialiste. Et on le voit bien aussi dans cette charte, hein, dans les débats qu'on voit aujourd'hui. C'est pas évident finalement quand on est un parti au pouvoir de proposer et de faire œuvre de proposition. On a l'impression que finalement vous n'êtes pas au pouvoir là. Si, mais ce qui est très important lorsqu'on est un parti au pouvoir, c'est pas d'être le nez sur le guidon, mais au contraire de regarder vers demain. Et être capable, et en étant critique sans être trop critique. Bien sûr. Alors, c'est pas simple toujours parce que c'est ténu comme ligne de crête. Mais en même temps, je crois qu'un grand parti de gouvernement doit en permanence agir sur le réel et concevoir, imaginer demain. Mais de façon moderne. Vous savez, demain, ça ne pourra pas être comme aujourd'hui. Si on croit à la démocratie dans notre pays, il faut au maximum associer les citoyens, associer les acteurs locaux à la conception de nos politiques. C'est très important. Et il faut réinventer le Parti socialiste aussi. Oui, je crois qu'il faut en effet, comme on le dit souvent, mais ouvrir grand les portes, les fenêtres, faire en sorte que... C'est Martine Aubry qui disait ça à l'époque. Mais tous les socialistes le disent. Mais pas être un parti rabougri, recroquevillé sur lui-même, mais être un parti qui est capable de parler aux jeunes. Il y a une grande attente dans notre pays pour que la gauche soit toujours là et que la gauche soit fidèle évidemment à ses valeurs, mais capable d'être dans le monde contemporain, un parti qui n'a pas peur de la mondialisation pourvu qu'elle soit dominée, un parti qui se dit que face aux forces du marché, face aux forces de l'argent, on croit en la politique. C'est ça aussi être de gauche aujourd'hui. Et être de gauche, vous trouvez que ce Parti socialiste est suffisamment de gauche aujourd'hui? Alors qu'un sondage montre que les militants, les adhérents, les partisans du Parti socialiste voudraient un coup de barre à gauche finalement. Moi je vais vous dire, je ne me lève pas tous les matins en me disant alors est-ce que je suis de gauche? Je suis de gauche, voilà. Mais je veux faire en sorte que le quinquennat de François Hollande, je vous le disais, il réussisse. Donc la bataille elle est sur l'emploi, la bataille elle est sur la place des jeunes dans notre société, la bataille elle est, je vous le disais, sur l'éducation, la bataille elle est sur la santé aussi, la bataille elle est sur l'idée que chacun doit trouver sa place et son avenir aujourd'hui en France. Je vous assure, ça c'est être vraiment de gauche, mais d'abord du travail. On ne parle plus des questions de social-libéralisme, de progressisme. Les mots, non. On arrête de parler de tout ça finalement. Le débat sur le vocabulaire a changé. On peut avoir des débats sémantiques, mais franchement, ce qui intéresse les gens, c'est qu'on soit dans les résultats. Oui, mais ce qui intéresse, c'est la ligne aussi que vous incarnez. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour définir l'identité du Parti socialiste. Mais on voit bien que ça bouge, on voit bien que ça avance. Lorsqu'on parle aujourd'hui de réconcilier le social et l'écologie, ça fait longtemps qu'on en parlait. Mais on voit aussi qu'aujourd'hui, ça rassemble l'ensemble des socialistes. Donc c'est ça, ça veut dire qu'on avance, ça veut dire qu'on est un parti moderne, mais pas un parti qui parlerait aux bobos ou aux classes moyennes aisées, pas du tout. Un parti qui parle à l'ensemble de la société, un parti qui parle aux ouvriers, un parti qui parle aux travailleurs, bref, un parti qui parle à tous ceux qui font avancer la France. Les ouvriers, vous les avez un peu oubliés, vous êtes devenu un parti finalement de classe moyenne. Pas du tout, mais pas du tout. Venez avec moi sur le terrain, je vous emmène dans ma circonscription. Je peux vous dire que la gauche, elle est vivante sur le terrain. Parce que même s'il y a du doute aujourd'hui, bien sûr, il y a plein de gens qui s'interrogent, qui disent mais est-ce qu'on va réussir vraiment? Eh bien, les classes populaires, elles sont toujours là et elles attendent de la gauche et du Parti socialiste en particulier qu'on soit là avec des résultats, mais aussi avec des propositions pour demain. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de la méfiance, on est dans une société des inégalités et il est très important qu'on puisse redonner du destin collectif où, je le répète, chacun trouve sa place. Chacun. Merci beaucoup Guillaume Garot d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà pour l'interview de Guillaume Garot. Une image à vous proposer. C'était il y a quelques instants devant ici l'entrée de cet événement ici, Porte de la Villette à Paris. Il y avait des manifestations assez importantes qui se sont déroulées il y a quelques instants. Vous voyez ici les forces de sécurité du Parti socialiste qui ont empêché des militants d'extrême gauche qui voulaient
infiltré ici les états généraux du Parti socialiste. Vous voyez ici aussi les CRS qui ont été obligés de charger devant ces militants d'extrême gauche. Apparemment quelques blessés assez légers, nous dit-on, du côté des forces de l'ordre ici au Parti socialiste. Retour à présent pour ces états généraux du Parti socialiste où évidemment on parle beaucoup de cette charte du Parti socialiste, cette nouvelle ADN. Et avec nous, eh bien, Denis Baupin qui est un député des Verts, d'Europe Écologie Les Verts. Mais que faites-vous là, Denis Baupin? Comment? Que faites-vous ici? Je suis été invité par Jean-Christophe Cambadélis qui m'a dit de venir voir un peu ce qui se passait. Moi, ça m'intéresse de regarder un peu comment évolue notre principal partenaire, qui est le Parti Socialiste. Et j'ai bien noté que dans la nouvelle charte, aujourd'hui, on parle d'éco-socialisme ou de social-écologie. Et ça doit vous faire plaisir. Oui, exactement, parce que ça veut dire qu'il y a une évolution, non seulement dans les faits, on l'a vu dans les politiques, on essaye de pousser sur ces éléments-là dans la politique gouvernementale. Il y a maintenant une évolution dans le discours. Tout ça, ça peut paraître un petit peu superficiel pour certains. Mais en fait, quand on voit l'évolution dans le discours au fur et à mesure, dans le temps, c'est extrêmement important parce que pendant longtemps, le Parti socialiste a été un parti productiviste. Bon, aujourd'hui, il intègre de plus en plus ces éléments-là et donc ça peut permettre des coopérations plus importantes sur les territoires, évidemment au niveau national. C'est nouveau et il était temps, diriez-vous? Il est temps, était toujours trop tard même, quelque part, ou en tout cas il est temps de le faire parce que quand on voit le dérèglement climatique, quand on voit les pollutions, quand on voit l'épuisement d'un certain nombre de ressources naturelles, quand on voit aussi le potentiel que peut apporter ce que certains appellent la croissance verte, que nous on appelle plutôt l'économie verte, mais en tout cas tout ce que ça peut apporter en termes d'emploi, en termes de relance de l'économie, en termes de souveraineté nationale aussi, parce qu'on dépend moins de l'extérieur quand on a besoin d'importer du pétrole, de l'uranium ou du charbon ou du gaz, qu'on a vraiment développé sa propre efficacité énergétique. Donc tout ça, c'est des enjeux importants qui doivent être intégrés dans une majorité de gauche. Et François Hollande en a parlé il y a peu de temps dans la conférence environnementale. Et l'année prochaine, évidemment, grand événement à Paris sur l'environnement, où le monde entier va venir à Paris pour parler d'environnement. Oui, la COP 2015, c'est donc la conférence pour le climat, ça va être extrêmement important. C'est un rendez-vous crucial à la fois du mandat de François Hollande, mais bien plus important encore, c'est un rendez-vous crucial pour la planète parce que dans le calendrier des conférences internationales, c'est celle de 2015 qui doit aboutir à un accord. Alors revenons-en un petit peu à ce qui se passe ici sur cette charte du Parti socialiste qui a été adoptée par les militants, les adhérents. Ce que je disais à nos invités depuis tout à l'heure, c'est qu'on a une impression un peu étrange, impression qu'il faut essayer de créer du nouveau alors qu'on a au gouvernement, qu'on a le pouvoir entre les mains, mais on a l'impression d'un entre-deux. Vous avez eu aussi cette impression quand Europe Écologie était au pouvoir, quand il était dans le gouvernement? C'est toujours compliqué pour un parti politique, en tant que structure de parti politique, d'être au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une relation particulière à avoir avec les ministres qui, eux, sont dans l'exercice des responsabilités. Est-ce que le parti doit être le parti Godillot? Sûrement pas, parce que les militants ne le supportent pas. Est-ce que ça doit être un parti de protestation? Évidemment non, parce que c'est la formation politique dont sont issus les ministres. Et donc il faut trouver une capacité à avoir un discours autonome et se projeter notamment dans l'avenir, exprimer quelle est la vision à moyen terme, long terme, est un des éléments qui doit être le rôle du parti politique, là où le gouvernement doit aussi avoir une vision de moyen terme et de long terme, mais est aussi dans les manettes et travaille au quotidien. Donc quelque part, je pense que cette charte, elle essaye de répondre à cette envie qu'ont les socialistes de pouvoir se projeter à l'avenir. Mais alors dites-nous tout, Europe Écologie Les Verts et les socialistes, vous travaillez toujours ensemble? Quoi? Vous travaillez toujours ensemble? On travaille toujours ensemble, oui, on a la même majorité nationale, donc on travaille tous les jours. On peut se poser la question sur certains textes quand même. On a depuis le début, même quand on était au gouvernement, des différends par moment, des dissensions, c'est normal, nous ne sommes pas la même formation politique, nous n'avons pas été élus sur les mêmes convictions, donc, mais en même temps je pense que ça s'enrichit. Moi j'entends un certain nombre de socialistes qui m'en parlent ici, dans les municipalités, dans les régions, un peu partout, ils sont contents qu'il y ait des élus écologistes qui bousculent un peu et qui apportent aussi des idées nouvelles. Alors quand on apporte des idées nouvelles, parfois ça se heurte au fait que la force la principale, qui est le Parti socialiste, n'a pas forcément envie de les prendre. Bon, ça c'est la confrontation. Mais vous-même, au sein d'Europe Écologie Les Verts, vous n'êtes pas toujours d'accord sur la ligne à apporter au Parti socialiste. Est-ce qu'on est pour, contre, est-ce qu'on s'oppose? Alors on est d'accord sur les contenus. Et parfois, justement, on peut être dans des accords, nous, sur la stratégie. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut accepter les premiers pas qui ont été obtenus et donc les entériner comme un point d'appui? Ça, c'est ceux qui sont parmi nous, ceux qui sont, on a appelé les plus réalos, c'est-à-dire les plus proches à vouloir avancer les choses. D'autres sont plus dans une culture de protestation et d'opposition et disent tant qu'on n'a pas obtenu suffisamment, on va continuer à dire non. C'est plus donc des différences de stratégie que réellement des différences de contenu entre nous. Mais évidemment, ces différences de stratégie prennent le pas souvent aussi sur la lisibilité que vous pouvez
pouvez fournir. C'est vrai, c'est un inconvénient. En même temps, c'est un élément de complémentarité parce que le fait qu'il y ait à la fois certains qui soient en capacité d'aller négocier pas à pas les compromis, d'autres qui poussent pour aller plus loin, ça se complète bien. Parce que sinon, s'il n'y avait que l'un ou l'autre, on risquerait éventuellement de perdre une partie de notre substance. Comment ça va se passer pour les futures échéances électorales? Je pense aux élections départementales. Est-ce que vous partez unis, divisés? Est-ce qu'il y a des accords qui sont faits entre vous? La stratégie chez les écologistes, c'est chaque département qui décide. Bon, ça peut paraître un peu une façon de remettre un peu la patate chaude, si vous voulez. Mais moi, je crois qu'il faut qu'on fasse en sorte que la gauche gagne ou ne perde pas le maximum de départements. Et donc, ça, c'est une responsabilité des écologistes. Ça ne peut pas être simplement quelque chose dont les écologistes se désintéresseraient en disant ça, c'est le problème des socialistes ou voire des communistes dans certains départements. Donc, moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on recherche des accords. Mais pour pouvoir faire des accords, encore faut-il avoir des interlocuteurs qui soient d'accord aussi pour bien négocier, ce qui n'est pas toujours le cas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu en direct à nos questions sur les chaînes parlementaires ici pour ces états généraux du Parti Socialiste. Évidemment, le débat continue derrière nous. À l'instant vient de se terminer un débat avec Carlos da Silva et le sénateur Gaëtan Gors. Et on va écouter, vous avez Denis Baupin, vous avez entendu ces frondeurs à l'Assemblée nationale ces derniers temps. On va écouter Emmanuel Morel qui incarne un petit peu cette ligne des frondeurs. Emmanuel Morel, cette charte des socialistes, tout le monde dit que c'est un peu consensuel. Vous admettez qu'il peut y avoir une forme de consensus, cette fois, dans le bon sens du terme? Bah écoutez, heureusement qu'on est quand même d'accord sur un certain nombre de choses au Parti Socialiste, et notamment les valeurs. Admettez que c'est un peu nouveau. Non, pas du tout, c'est pas nouveau. Franchement, c'est un texte qui ne mange pas de pain, qui dit qu'on est contre l'injustice, pour la solidarité. Tout ça est très intéressant et très juste. Mais le vrai débat aujourd'hui, c'est confronter ce qu'on va voter sur cette charte et la réalité, c'est-à-dire ce que nous faisons au pouvoir. Car un des risques du débat aujourd'hui, c'est de faire de la politique hors sol. C'est-à-dire on a des belles idées, des belles propositions, sauf que pendant que nous débattons, nous sommes au gouvernement et nous gouvernons. C'est un peu le cas de ces états généraux aujourd'hui, c'est ce que vous voulez dire? C'est le problème et c'est ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire à la fois ces idées, ces débats sont très intéressants, mais il faut quand même le confronter à la réalité du pouvoir. On ne peut pas dire à la fois on veut augmenter les salaires, jouer sur la dépense publique, faire une grande réforme fiscale et constater depuis 2 ans et demi qu'on est au pouvoir, on ne fait pas la même chose, voire on fait l'inverse. Ce qui est quand même fou, c'est que ces états généraux se tiennent au moment où arrive la loi Macron, qui va rentrer au débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui propose plus de travail le dimanche, de réfléchir sur le travail de nuit, de revenir sur des procédures de licenciement, bref, de s'attaquer à pour ce qui est au assouplir cœur la croissance, nous dit-on. Oui, mais moi je ne crois pas à cette théorie libérale qui est un peu vieillotte et archaïque, selon laquelle pour retrouver le chemin de la croissance, il faut tout déréglementer, tout déréguler et tout libéraliser. Au contraire, en tant que socialiste, on a passé notre temps à dire le contraire quand on était dans l'opposition. Il serait bien qu'on le fasse aussi quand on est dans la majorité. Alors, cette charte des socialistes, il y a beaucoup de choses dedans, notamment on a supprimé le terme progressiste. Ça plaisait trop, visiblement, ou ça ne plaisait pas, en tout cas dans votre camp, ça faisait trop Manuel Valls. Non, c'est pas ça, c'est que on est socialiste. On est socialiste, évidemment progressiste, mais le fait de réduire le socialisme à la seule dimension du progrès, ça posait un problème, pas parce que Manuel Valls en a parlé, mais ça laissait à penser que notre combat historique pour la solidarité, pour la justice sociale, était un petit peu en arrière-plan. Donc on reste socialiste, c'est bien, mais évidemment on est progressiste. C'est pas un bien sûr, je reviens à ce que vous disiez sur la loi Macron. On a l'impression que cette loi qui va arriver bientôt devant le Parlement devient presque un symbole, un combat à l'intérieur du parti. C'est-à-dire, admettez que c'est quand même étrange. Non, mais ce qui est étrange surtout, c'est que depuis 2 ans et demi, on est tourné le dos à ce point à un certain nombre d'engagements, notamment sur les questions sociales. Et là, la loi Macron, sous prétexte de relancer la croissance, s'attaque quand même non pas à des symboles, mais des réalités qui sont des acquis pour des dizaines et des millions de salariés. Donc c'est ça le problème. Donc la gauche que vous incarnez, c'est l'aile gauche, on va l'appeler comme ça, les frondeurs. C'est pas l'aile gauche, c'est les socialistes qui sont fidèles à l'histoire du Parti Socialiste. Vous allez combattre cette loi Macron? Évidemment. Moi je pense que là, on est quand même devant un enjeu majeur. Et s'il n'y a pas des vraies inflexions dans ce texte, il faudra voter contre, parce que ça va à l'encontre de beaucoup de choses que nous avons dit et promis quand nous étions dans l'opposition et pendant la campagne présidentielle. Donc vous allez peser encore une fois à l'Assemblée comme au Sénat, les frondeurs sont de retour? C'est pas une question des frondeurs qui sont de retour. C'est nous, ce qu'on veut, c'est quand même que la France retrouve le chemin de la croissance, et on ne le prendra pas comme cela.
Donc c'est un signal aussi envoyé à tous les salariés de ce pays, à notre électorat, comme quoi on veut une autre politique. Et le signal qui est envoyé à l'intérieur du parti, c'est quoi? C'est le début du congrès? Ça risque encore d'imploser encore une fois au parti? Non, mais c'est pas le début du congrès. Vous savez, le congrès c'est en juin, il peut se passer plein de choses d'ici là. Et avant, il y a surtout la campagne des départementales. J'espère qu'on va la réussir. Mais pour ça, il faut un parti socialiste qui soit rassemblé et surtout un parti socialiste qui soit sûr de lui, sûr de ses valeurs. Ce que vous nous dites, si j'entends bien, ça veut dire que tout dépend des élections départementales. Ça veut dire quoi? Que si c'est un échec, le congrès, ça sera cinglant. Et si c'est un moindre échec, ça devrait passer? Vous savez, et vous le savez aussi bien que moi, un congrès du Parti socialiste, on ne peut jamais prévoir comment ça va se passer. Et puis de toute façon, ça n'est pas franchement ce qui intéresse les gens aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, c'est comment on retrouve le chemin de la croissance, comment on lutte contre le chômage de masse, comment on préserve un modèle social de qualité. Ça, c'est l'actualité aujourd'hui. Ouais, j'aimerais savoir un peu sur ces états généraux. On a l'impression, on entend beaucoup de débats depuis toute la journée, que ce soit sur l'Europe, sur l'économie, sur plein d'autres choses. Mais on a l'impression que vous préparez le pouvoir du lendemain, mais pas le pouvoir d'aujourd'hui. Mais c'est bien le problème. Finalement, il n'y a pas de concret. C'est bien le problème, c'est qu'on est en train de débattre de choses très intéressantes, comme si on était dans l'opposition. Mais nous sommes au pouvoir. Et quand on est au pouvoir, on a une responsabilité. Et la première des responsabilités, c'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Or, précisément, c'est cette distorsion entre le dire et le faire qui pose problème aujourd'hui au Parti socialiste. Est-ce que vous comprenez ce sondage qui est paru ce samedi dans différents instituts, notamment sur le fait que les sympathisants, les adhérents socialistes veulent plus de gauche, et en même temps ils disent Manuel Valls c'est celui qui incarne le plus la gauche? Moi, vous savez, les sondages se suivent et se ressemblent pas. Moi, ce que je retiens, mais ça, c'est pas les sondages, c'est les gens qu'on rencontre sur le terrain, c'est qu'ils ont envie que sur la redistribution, par exemple, on prenne des vraies mesures, qu'on s'occupe des bas salaires, qu'on s'occupe de services publics. Donc vous ne voyez pas un certain paradoxe, quelque chose d'étrange, plus de Manuel Valls, mais en même temps plus de gauche? Non, mais moi, je pense qu'il y a une appréciation qui est portée sur Manuel Valls, elle vaut ce qu'elle vaut. Je ne sais pas si c'est sur les sympathisants socialistes ou sur le reste des Français. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique qui est menée par le gouvernement. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses à améliorer. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Voilà pour l'interview d'Emmanuel Morel qui incarne cette ligne des frondeurs, on en a parlé avec lui. Il ne veut plus trop qu'on les appelle les frondeurs, et pourtant on les entend beaucoup s'exprimer, notamment sur la loi, la future loi qui crée des tensions ici. C'est la loi d'Emmanuel Macron qui libérera la croissance, en tout cas visiblement à l'Assemblée comme au Sénat. On a l'intention de l'amender. Alors vous voyez peut-être dans la salle actuellement, dans des états généraux du Parti Socialiste, il y a une vidéo qui est projetée, une vidéo qui incarne un petit peu les anciens, c'est-à-dire les aînés, ceux pourquoi ils ont adhéré au Parti Socialiste, aux valeurs du Parti Socialiste, finalement à l'ADN du Parti Socialiste. Et c'est un peu ça la charte qui a été votée par les adhérents, par les militants, cette Bible qui veut que le progrès, au terme de progrès qui est au cœur de cette charte des élus du Parti Socialiste qui a été adoptée par les militants et les adhérents, le progrès c'est au cœur avec l'écologie, on en a parlé tout à l'heure avec Denis Baupin. Actuellement c'est Guillaume Bachelet qui est à la tribune, il va reprendre la parole d'ici quelques secondes. À la fin de cette vidéo, on a vu beaucoup de témoignages, notamment sur François Mitterrand. On a vu beaucoup de témoignages, notamment sur Robert Badinter, qui ont fait que les militants ont adhéré au Parti Socialiste. Et c'est bien ça aussi le but de cette charte des valeurs qui a été amendée et qui a été signée et qui a été votée par les adhérents. C'est finalement de retrouver des adhérents au Parti Socialiste parce qu'ils sont de moins en moins nombreux. Et on veut pour le Congrès aussi au Parti Socialiste, c'est ce qu'on nous dit, on veut essayer de relancer un peu la machine en vue du Congrès et des futures élections prochaines. Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter une autre interview qu'on a réalisée un petit peu plus tôt, celle de Samia Ghali, la sénatrice socialiste de Marseille. Écoutez, et on revient juste après pour les discours. Samia Ghali, qu'est-ce que vous pensez de cette charte des socialistes? Peut-être quelques mots. Elle est bien cette charte, ou au contraire, parce que vous estimez qu'il n'y en a pas assez dedans? Écoutez, moi je crois que d'abord il y a eu un travail de fait par les secrétaires nationaux, par les militants qui ont travaillé, apporté leur contribution. Et je trouve qu'elle est conforme à ce qu'ont pu apporter tous les militants et toute la réflexion du terrain. C'était nécessaire dans cette période où vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Pourquoi cette charte finalement? Mais parce que moi, je me force à rappeler que le Parti Socialiste, c'est le Parti Socialiste, avec dans sa diversité, et que le gouvernement, c'est le gouvernement. Et
que le gouvernement, c'est pas le Parti socialiste. Et on peut être au gouvernement et en même temps ne pas faire ce que le Parti socialiste aimerait qu'on fasse. Donc, vous estimez que le Parti socialiste a le droit de s'exprimer pleinement contre le gouvernement, quelque part? Il ne s'exprime pas contre le gouvernement, le Parti socialiste a le droit de s'exprimer. Moi, je pars du principe que chaque individu a le droit à la liberté de parole, heureusement d'ailleurs, et que les partis socialistes, autant que les autres, et dans le Parti socialiste, il y a des gens qui se sont battus pour faire qu'au sein du gouvernement, il y ait des gens qui puissent être président de la République, François Hollande, c'est aussi les militants socialistes qui l'ont porté, Premier ministre, tous les ministres, et qu'il est normal que dans cette période de crise, dans cette période de doute, eh bien, les socialistes s'expriment aussi, et que ça se fasse en plus à travers cette charte sans agressivité et sans contrainte d'ailleurs. Les échecs électoraux font qu'aujourd'hui au Parti socialiste, il y a un manque d'adhérents, il y a un manque de militants, il y a du manque sur le terrain finalement. Vous le ressentez, vous, à Marseille par exemple? Qu'il y ait moins d'adhérents, moins de gens sur le terrain, c'est vrai, mais je ne ressens pas sur le terrain, alors pourtant j'y étais encore hier soir sur le terrain, des gens qui attaquent le Parti socialiste. Mais le gouvernement? Mais qui attaquent, oui, qui sont en désaccord avec ce que fait le gouvernement, mais n'attaquent pas le Parti socialiste. Et ça, c'est important de le dire. Donc le Parti socialiste, selon vous, garde quand même une image importante? Je crois que le Parti socialiste... Il n'est pas abîmé l'image. Voilà, on revient au direct, évidemment, parce que Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, va faire son entrée sur la tribune pour un discours qui est très attendu. La charte a été adoptée. Voilà, à tout à l'heure. On vous laisse avec le discours de Jean-Christophe Cambadélis et l'ambiance ici, à la porte de la Villette, pour les États généraux du Parti socialiste. Chers camarades, une journée importante touche à sa fin. Mais plus qu'une journée, ce sont des semaines, des mois de travail considérables qui s'achèvent. La première phase de la remise en forme du Parti socialiste se termine. Nous aurons la semaine prochaine la modernisation organisationnelle du Parti socialiste. Nous aurons ensuite, fin janvier, le grand rassemblement des secrétaires de section qui traitera de la fracture territoriale et ébauchera notre programme pour les départementales et les régionales qui seront, avec notre congrès, le grand rendez-vous de 2015. C'est un processus inédit qui arrive à son terme, ouvert, militant, démocratique, riche, fondamental. C'est un succès qui vient couronner un moment de réflexion collective, sans commune mesure dans notre histoire. Un moment d'unité dont nous devons être fiers et dont on voudra sous-estimer l'importance, mais qui fera date parce que ce texte est novateur, cohérent, rassembleur. Il fait sens et porte les nouvelles couleurs du Parti socialiste. Alors, chers amis, je le redis, mais je ne le dirai pas tout autant que je veux le dire, je ne le dirai pas assez. Merci. Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont engagés dans ces États généraux. Merci à tous les militants qui ont donné leur temps et ont pris la plume pour exposer leur point de vue et, disons-le, s'exposer un peu au regard de leurs camarades, ce qui n'est jamais facile. Ils ne sont pas tous présents physiquement aujourd'hui, mais ils sont là représentés par leurs idées, par leurs propositions qui sont rassemblées dans notre charte. Merci aussi à celles et à ceux qui ont rendu ces 3 mois et ces 5600 contributions possibles. Guillaume Bachelet, mon cher Guillaume, qui a passé beaucoup de temps à lire et à relire, à proposer et à étudier et à faire en sorte que les socialistes se retrouvent autour d'un texte fondamental. Et croyez-moi, quand on a commencé, personne ne disait qu'on allait y arriver. Merci aussi
à Henri Weber ou Alain Bergougnou, et puis l'ensemble du comité de pilotage. Merci à toutes les sensibilités du Parti socialiste qui ont joué le jeu malgré un environnement propice à la dispersion. Merci aux experts, aux acteurs de la société qui ont partagé leur vision et leur expérience. Merci au Parlement, aux parlementaires, aux permanents nationaux et fédéraux, sans qui les 1500 événements des États généraux n'auraient pas pu avoir lieu, y compris ce bel événement en clôture ici à Paris, dans le 19e arrondissement, et je salue très chaleureusement le maire de cet arrondissement, François Dagneau. Merci à Johanna Roland, maire de Nantes, qui illustre parfaitement le renouvellement du Parti socialiste. Merci aux intervenants d'aujourd'hui pour leur éclairage et leur témoignage. Je salue également Thomas Muckler, président du nouveau Parti démocrate, chef de l'opposition au Canada, et nous l'espérons, le prochain Premier ministre du Canada. Je tiens à le saluer en votre nom. Merci aux ministres qui sont venus, aux ministres qui se sont exprimés par les vidéos et aux ministres qui ont participé aux États généraux. Quelle formation politique est capable de conduire un tel débat? Quelle formation politique a cette maturité démocratique pour débattre et rassembler? Cette démocratie citoyenne, inclusive, est une autre innovation après les primaires. Vous verrez, nous serons imités. Chers camarades, chers amis, pendant des mois, loin du tumulte, nous nous sommes concentrés sur l'essentiel, sur nos valeurs, ces véritables raisons d'être socialistes. Les valeurs ne sont pas des mots valises, comme j'ai pu le lire ici ou là. Nous voulons le retour aux valeurs, aux principes qui guident l'action. Les valeurs, c'est l'essence même de notre organisation, de notre engagement, c'est le sens de notre action. Les valeurs sont aussi le moteur de notre combat contre l'idéologie du bloc réactionnaire qui se renforce chaque jour un peu plus. À force de délaisser le combat pour les valeurs, à force de technocratiser la politique, à force de substituer au débat d'idées ou de projets le seul débat économique, on laisse un vide et celui-ci est investi par d'autres. En moins de 10 ans, ce qui se vendait dans des boutiques obscures sous le manteau a aujourd'hui pignon sur rue médiatique. La haine de la gauche, la détestation de l'égalité, la hantise du métissage, la théorie du grand remplacement, la stigmatisation des libertés individuelles, le dédain pour la fraternité ou encore le souverainisme xénophobe. Vous le savez, c'est avant tout pour cela que j'ai proposé les États généraux, pour sonner le branle-bas de combat général, le retour de notre projet de société comme identité, nos valeurs, à commencer par notre passion pour l'égalité, sont battues en brèche face au principe de l'identité. La catastrophe que certains pointent, eh bien, elle a déjà eu lieu dans les esprits. Elle porte un nom, la zémorisation. Le suicide français est le nouveau bréviaire des réactionnaires.
Une plume trempée dans le déclinisme y redessine une France aigrie, rabougrie, une France en régression. Oui, le bloc réactionnaire a trouvé son concept clé, un mythe, le mythe du grand remplacement. Or, en politique, une idée fausse est un fait vrai. S'il devient dominant et s'il s'empare des citoyens, il devient une force matérielle et au bout, il y a une sorte de grande séparation qui, elle, serait bien réelle. Séparation de ceux qui pensent, qui mangent et qui croient différemment. Séparation de ceux qui veulent vivre autrement. Séparation qui viderait la République de toute substance et la France de tout avenir. Oui, la guerre culturelle pourrait déboucher un jour sur une guerre civile. Et ce ne sont pas les enragés du djihad qui nous aideront à pacifier ces débats. Ne comptons pas non plus sur l'oligarchie financière qui se satisfait très bien d'un peuple dépolitisé, sans volonté. Une oligarchie qui n'aurait aucun mal à s'accommoder d'un gouvernement de grande séparation. Mes chers amis, mes chers camarades, l'heure du réveil a sonné. Le réarmement idéologique s'impose pour affronter deux ennemis, l'hégémonie réactionnaire, mais également le thatchérisme de la droite. Ne sous-estimons pas la portée de la nouvelle période politique qui s'ouvre. Nous en avons eu un aperçu précis tout au long de cette journée. Il va falloir se battre sur tous les fronts pour être fidèles à nos valeurs. Mais d'un autre côté, ces mêmes valeurs sont notre meilleure arme pour affronter ces temps nouveaux, au vent parfois si mauvais. La charte que nous venons d'adopter est le socle de notre reconstruction, le premier moment de notre redéploiement. Il fallait commencer par elle et redéfinir nos valeurs fondamentales pour pouvoir mener un combat vital. Les valeurs, visiblement, cela inspire peu les commentateurs. Il faut dire que nous avons été odieux avec eux. Nous ne nous sommes même pas écharpés. Imaginez, pas un vote contre au Bureau national, pas de bataille rangée, pas de foule engagée, pas même un sifflet. Non, décidément, les États généraux n'ont pas été de bons clients. Nous avons réfléchi, échangé ensemble dans un moment d'unité. Ce n'est pas un hasard. Les valeurs font l'unité. La plus importante, celle que l'on recherche sans cesse entre le réel et l'idéal, et qu'il ne faut jamais séparer, qu'il faut perpétuellement tenter de joindre ou d'unifier. Oui, tout naturellement, il y a eu deux types de contributions pendant les États généraux. Celle qui mettait l'accent sur la réactualisation de nos valeurs et celle qui se concentrait sur le moment politique que nous traversons. C'est normal. Les socialistes ne vivent pas dans l'éther et sont fort peu à l'aise dans le formol. S'ils ont des valeurs, c'est pour orienter le réel. Pour que ces valeurs gardent leur force, il faut les frotter au réel. Cette dialectique s'est naturellement retrouvée dans nos contributions. Au-delà de ce distinguo, toutes les contributions ont rappelé une chose fondamentale concernant les socialistes. Les socialistes aiment le débat. Cette forte envie de débattre doit être entendue. Alors nous avons décidé de publier 1500 propositions issues de nos travaux pour continuer la discussion. Ces propositions, que nous disent-elles? Une exigence, pas de fausses querelles. Aucun socialiste ne défend la fuite des déficits ou la chute
du gouvernement. Tous les socialistes défendent une gauche de gauche, réformiste et pas contorsionniste. Cette orientation se ressent dans chacune des 1500 propositions sur la demande d'une vraie réforme fiscale, sur le financement des collectivités locales ou sur le ciblage parfois des aides aux entreprises qui en ont le plus besoin. Ce sont les idées que les socialistes veulent défendre. Ce sont donc les idées que je porterai. Je les porterai car je veux que la voix du Parti socialiste porte. Je les porterai car elles sont le fruit d'un processus militant et d'un débat constructif. Notez que lorsque les socialistes débattent de manière sereine et responsable, ils deviennent audibles. C'est une question de dosage. Il ne sert à rien de dire amen à tout ou de dire non à tout. C'est ainsi, le Parti socialiste n'est pas la résultante de la pression conjointe entre du suivisme et du sinistrisme. Alors oui, le débat, j'en suis convaincu, fera le socle de notre unité. En discutant, en échangeant, dans le respect et dans la durée, les socialistes construisent leur unité, ce talisman. Oh non, ne croyez pas que c'est un vain mot. Ce n'est pas d'ailleurs la moindre des contributions des États généraux d'avoir permis de nous rassembler pendant ce dernier mois. Car au fond, l'unité est la valeur qui rend toutes les autres possibles. Sans unité, pas d'action, pas de transformation. L'unité des socialistes permet de peser sur la fin du quinquennat et de fixer le contour du prochain. Ce que disent les militants, c'est qu'après le temps de l'assainissement, du redressement, le temps est venu de déclarer la guerre aux inégalités et d'agir écologiquement. Nous voulons souligner ce que nous avons réussi et corriger ce qui n'a pas fonctionné. Chers amis, chers camarades, la période nouvelle qui s'ouvre renforce encore un peu plus l'importance et l'urgence de l'unité de la gauche. Le tripartisme n'est plus seulement un élément de contexte, c'est une contrainte forte. Sans unité, la défaite de la gauche est garantie. Dans l'unité, elle redevient possible. La gauche, si elle se divise, elle dévisse. C'est aujourd'hui 31% d'intention de vote. La gauche, dans son ensemble, se trouve dans un moment de recul idéologique et électoral considérable. Les formations se délitent, les syndicats sont à la peine, le mouvement social est à la traîne, ce qui a fait dire qu'un effondrement, ce qui me fait dire qu'un effondrement du PS ne serait pas un moment de recomposition de la gauche, mais de la décomposition et de sa marginalisation. Avec ces États généraux, nous avons voulu travailler au rassemblement essentiel de la gauche. Les valeurs que nous mettons en avant, notre charte, sont aussi un territoire commun avec nos partenaires. Proposer une société de progrès pour l'opposer à une société de marché. Humaniser la mondialisation, résister à l'oligarchie et bien sûr répondre aux périls écologiques, oui, tout cela est une contribution au rassemblement de la gauche. Et cela ne relève pas de la cosmétique. Cette charte est un texte solennel dans lequel nous revendiquons à partir d'aujourd'hui un écosocialisme qui place l'avenir de la planète et le développement durable au niveau de la question sociale et de la question républicaine. Cette nouvelle approche était indispensable pour défendre le progrès humain dans ce nouveau moment et face à ces nouveaux périls. Ce combat pour la domestication écologique et sociale de l'économie de marché est le marqueur central de notre charte. Celui
qui n'acceptent pas la rupture avec le désordre écologique, avec les ravages de la société capitalisme sur la nature, celui-là, je le dis, il ne peut être adhérent du Parti socialiste. L'enjeu est colossal, car il faut tout revoir. Notre modèle de société doit être repensé et avec lui, notre modèle de production, de transport, de développement. Des maîtres et possesseurs de la nature, nous devons devenir des soldats de la préservation de la planète, comme l'a dit le président François Hollande. Souvenez-vous, la maison brûlait et nous regardions ailleurs. Aujourd'hui, tous regardent la maison, mais la maison brûle toujours. Les socialistes emboîteront désormais la question sociale et la question écologique. Tout d'abord parce que la cause est la même, le système capitaliste financiarisé qui place les profits au-dessus de tout et serait prêt à vendre terre et mer pour quelques actions supplémentaires. Ensuite, parce que la solution est la même, le progrès humain comme but et le volontarisme politique comme méthode. Nous voulons un monde plus équilibré, plus humain, une société plus décente, plus durable, plus circulaire, qui allie protection sociale et protection écologique. Oui, mes chers amis, mes chers camarades, ce programme fondamental est des plus exigeants car les enjeux sont vitaux. Pourtant, il semble en faire sourire certains qui s'amusent à définir notre charte comme l'expression d'un socialisme des bons sentiments. C'est très condescendant de dire cela, symptomatique surtout de cette pensée cynique, cette nouvelle pensée unique. Ce jugement provient des commentateurs qui épargnent le bien plus souvent le sombre sentiment porté par le bloc réactionnaire. Le Parti socialiste, parti des bons sentiments. Mais quoi? Défendre le progrès humain, ce serait bénin? Affronter de face le péril écologique, ce serait naïf? Combattre les inégalités sociales, scolaires, les inégalités salariales, les inégalités femmes-hommes, les inégalités territoriales, ce serait ingénu. Se battre pour vivre ensemble et dresser contre la xénophobie, ce serait candide. Si défendre tout cela, c'est incarner les bons sentiments, alors oui, socialistes, nous sommes fiers de porter ces sentiments qui sont bons, qui sont beaux, qui sont forts et qui nous rendent fiers. Nous sommes fiers d'être socialistes. Nous sommes fiers aussi d'avoir inscrit dans notre charte l'exigence d'une mondialisation humaine. Nous sommes fiers de nous battre pour une alter-Europe, une Europe qui reconnaît le danger de la déflation et permet de reprendre le chemin de la croissance autrement et durablement. Nous sommes fiers aussi de défendre les droits des salariés, les droits au travail protégés. Nous pouvons être fiers de notre charte qui porte en elle-même une nouvelle social-démocratie, une autre gauche de gauche, c'est-à-dire une autre vision du progrès, l'éducation à tous les âges de la vie, la modernisation de l'État protecteur sans dérégulation, la société du bien-vivre, la démocratie accomplie, la République toujours recommencée. À travers vos contributions, vous avez voulu ces valeurs, vous avez voulu qu'elles soient reconnues solennellement. Voilà qui est fait. Cela les renforce, car cela les auréole d'une légitimité démocratique, celle des socialistes réunis dans les États généraux. Nous aurons besoin de ces valeurs réaffirmées et renforcées pour affronter l'ennemi.
que démontre notre programme fondamental, la nouvelle hégémonie culturelle du bloc réactionnaire anti-républicain, même si nos adversaires restent la droite thatchérienne. Nous adoptons notre charte dans un contexte politique très particulier, où le Front national s'est enraciné et l'UMP vient de se redonner à M. Sarkozy. Commençons par ce dernier. Il voulait être au-dessus des partis. Le voilà lesté d'un parti criblé de dettes, criblé de juges et en proie aux divisions. Décidément, son retour ne se passe pas comme prévu. Cela ne l'empêche pas quelques envolées réactionnaires. Écoutez ce chapelet de meeting en meeting. 15 novembre à Aulnay, abrogation du mariage pour tous. 2 octobre à Saint-Julien-les-Villas, abrogation de la réforme territoriale. Et il remet ça le 6 à Villacoublay, le 19 à Mulhouse. Le 29 novembre à Bordeaux, après avoir fait siffler Alain Juppé, c'est l'abrogation des rythmes scolaires. Le 8 octobre à Toulouse, c'est l'abrogation de la loi Allure. Le 21 octobre à Nice, c'est l'abrogation des accords de Schengen. Le 28 octobre à Marseille, c'est l'abrogation du statut de la fonction publique. Mes chers amis, à défaut de trouver un programme, l'ex-président s'est trouvé un surnom, abrogator. Ne croyez pas qu'Alain Juppé est loin. Il avance masqué. Il vient de résumer son programme à Dakar en estimant la supériorité des Chinois réside dans le fait qu'ils travaillent 7 jours sur 7 à la différence des Français. Et qu'il faudrait bien que les Français s'y mettent. Vous voyez bien qu'on est loin de notre propre débat. Quant à M. Fillon, c'est simple. Il a avalé tout cru la ligne du Front national sur l'immigration. Tous défendent un progrès thatchérien d'une violence inouïe contre notre modèle social et républicain. Cette thatchérisation est à l'exact opposé de notre charte et la contredit en tout point. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, petit moment de publicité, j'ai proposé un débat aux nouveaux dirigeants du parti d'opposition. Je le redis, Monsieur Sarkozy, où vous voulez, quand vous voulez. J'ai entendu la réaction de son ami de toujours, Monsieur Hortefeux, méprisant à souhait. Vous savez, ce monsieur, ancien ministre de l'Intérieur, qui trouve qu'il y a trop d'Auvergnats en France. Il a dit que je n'étais pas au niveau de Monsieur Sarkozy. Mais non, 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 il a raison. C'est vrai. Comment le nier? Monsieur Sarkozy n'a pas d'égal. Je ne serai jamais au niveau du Karcher, des déficits, du discours de Grenoble, des allégations homophobes. Oui, il excelle toujours dans ce registre, mais je suis toujours prêt à débattre. Pourquoi refuse-t-il le débat? Mais tout simplement parce qu'il ne veut pas qu'on lui rappelle, M. Sarkozy, qu'on leur rappelle à M. Juppé et Fillon leur bilan, parce que leur bilan, c'est leur boulet et ils ne veulent pas qu'on en parle. Voilà pourquoi ils refusent le débat. En face, nous l'avons dit, il y a un ennemi redoutable, déjà en ordre de bataille. Oui, en face, il y a le Front national, cette petite PME familiale aux ramifications internationales. Leur championne est toute désignée, ce sera Marine Le Pen.
La ligne politique est toute tracée, le souverainisme xénophobe. Pas de question non plus concernant le Front National. La seule interrogation, finalement, c'est le financement. Tous les jours, on découvre un prêt sous un ancien prêt et ainsi de suite. Un vrai système de poupée russe, ce financement. Madame Le Pen hurle pour camoufler son prêt poutinien. D'ailleurs, on s'interrogeait parfois sur les raisons pourquoi elle voulait sortir de l'euro. On l'a trouvée maintenant, elle veut aller dans la zone rouble. Madame Le Pen, c'est clair, nous vous mettons au défi. Publiez les refus des banques françaises, publiez les refus des banques européennes. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous savez que vous mentez et vous prenez les Français pour des idiots. Vladimir Poutine vous finance parce que vous êtes un pion dans sa stratégie pour faire éclater l'Europe. Et je dois dire que je préfère le président de la République qui aujourd'hui fait face à Poutine pour essayer d'éviter l'embrasement ukrainien à Madame Marine Le Pen qui porte les valises de Poutine en Europe. Au-delà du souverainisme xénophobe, de la coupure de la France en deux, de la grande séparation des Français de souche et des Français de papier, de la haine de l'autre, du mépris du peuple, le Front National s'intègre dans une stratégie qui veut réduire l'influence de la France sur le continent européen. Le Front National est non seulement l'ennemi de la République, mais aussi de l'intérêt national. Mes chers amis, mes chers camarades, une belle étape s'achève. Une belle victoire d'étape. Une victoire collective. Une étape qui est un point d'appui pour la suite. D'autres étapes se profilent en effet. Je viens de les évoquer au début de mon propos, mais j'y reviens. Dès la semaine prochaine, lors du Conseil national consacré à la modernisation de notre formation politique, il s'agira de proposer une feuille de route pour un parti plus ouvert, plus connecté, plus participatif, plus efficace, plus offensif. En un mot, un parti réarmé. Fin janvier, une autre étape sera le débat sur le programme des élections départementales et régionales. Ces élections permettront de dire que notre projet de progrès signe ce qu'il signifie pour le quotidien de nos concitoyens. Plus de solidarité, plus d'égalité, plus d'écologie, plus de proximité. En un mot, des territoires humains. Enfin, en juin viendra notre congrès, étape essentielle sur le chemin de notre réarmement idéologique, politique et de renforcement continu de notre poids politique. Oui, le but, mes chers camarades, c'est d'avoir un parti qui pèse dans la destinée de notre pays. Je souhaite donc que nous ayons un congrès utile au Parti socialiste, utile à la France, un congrès qui souligne les réussites, qui corrige ce qui ne fonctionne pas et qui propose un nouveau cours à la fin du quinquennat, qui déclare la guerre aux inégalités et qui mène la lutte contre la fracture écologique et la fracture numérique. Nous avons besoin d'un congrès ouvert. Il faudra que tous les militants puissent suivre les discussions et y participer.
au maximum. Un dernier mot pour conclure. Ne sous-estimons pas la dimension historique de la période que nous traversons. La nouvelle époque est une immense épreuve qui permettra de tester notre courage, de mesurer nos forces et d'affiner nos projets. Nous n'avons pas le droit à l'échec, car si nous venions à échouer, nous emmènerions toute la gauche avec nous. C'est notre différence notable avec toutes les autres forces de gauche. Oui, la gauche se retrouverait sans avenir. Plus grave encore, la République se retrouverait sans défense. La menace est réelle, mais le cataclysme n'est pas inévitable. C'est pour cela que nous avons organisé les États généraux, pour nous remettre en mouvement, pour faire face et pouvoir l'emporter. Ce qui s'annonce, ce n'est pas une catastrophe que j'en l'entends ici ou là. Ce qui s'annonce, c'est un combat. Nos idées et nos valeurs ne mèneront pas ce combat toutes seules. Alors, prenons ces contributions et ces propositions, allons les porter, allons convaincre, allons chercher le point d'ouverture du cœur de nos concitoyens et vous verrez que nos valeurs y résonnent d'un bel écho. Oui, le socialisme est une idée forte qui se construit sans cesse au fil des épreuves et au fil du temps. Une œuvre magnifique qui a besoin de vous, ses artisans. Oui, le monde a besoin du socialisme et le socialisme a besoin de vous pour entrer dans le monde. Vive le socialisme, vive la République et vive la France! Voilà pour le discours du premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, qui a beaucoup parlé du Parti socialiste, mais il s'en est pris aussi à l'opposition, notamment à Nicolas Sarkozy. Quasiment 10 minutes sur Nicolas Sarkozy. Preuve aussi que le retour de l'ancien président de la République fait réagir la gauche qui a trouvé son meilleur ennemi et qui se prépare donc pour le combat. En tout cas, Jean-Christophe Cambadélis qui a rappelé qu'il était prêt n'importe quand, n'importe où pour un débat avec Nicolas Sarkozy. Un mot également sur le Front National. Front National accusé d'aller chercher l'argent en Russie pour se financer. Et là, Jean-Christophe Cambadélis a eu des mots assez durs envers la présidente du Front National. Évidemment, Jean-Christophe Cambadélis a aussi parlé de la charte, cette fameuse charte du Parti Socialiste qui a été votée par les militants, par les adhérents. Cette charte qui se veut l'ADN du Parti Socialiste pour les prochaines années, notamment pour l'écologie qui a été mise à l'intérieur du Parti Socialiste, ce qui n'était pas le cas depuis de nombreuses années. Il a fallu, c'est vrai, de nombreuses discussions avec les Verts, notamment pour en arriver là. Et Jean-Christophe Cambadélis qui a décidé évidemment d'ouvrir les portes et les fenêtres du parti pour se réinventer, pour se remobiliser, dit-il. L'heure est au mouvement, l'heure est également à remettre le parti en mouvement. Ce sont ses mots, c'est son expression. Jean-Christophe Cambadélis qui a pris les rênes du Parti Socialiste il y a environ 18 mois et qui prépare le congrès du Parti Socialiste qui aura lieu au mois de juin prochain. Et vous voyez sur ces images, évidemment, une image d'unité, l'unité qui a été rappelée à de nombreuses reprises. Sans l'unité, le Parti Socialiste n'a plus grand-chose à faire. Le Parti Socialiste serait mort. Pas d'unité. C'est également le message qu'a voulu formuler l'ensemble des participants aujourd'hui, de faire preuve de plus d'unité parce qu'ils le sentent aujourd'hui. Il y a un problème entre le gouvernement, la base et le Parti Socialiste. Difficile de trouver finalement son mouvement. Nous allons accueillir de personnalités politiques qui vont venir à nos côtés pour commenter le discours de Jean-Christophe Cambadélis. Et j'accueille Juliette Méadel. Juliette Méadel, c'est la porte-parole du Parti Socialiste. Juliette Méadel, on a entendu Jean-Christophe Cambadélis à de nombreuses reprises. Il a parlé d'unité, j'en parlais juste à l'instant. Mais il a dit aussi l'heure est à se remettre en mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous étiez à l'arrêt jusque-là? Ça veut dire qu'on était dans un moment qui était une sorte de moment de transition. Et là, on est en campagne, pré-campagne, puisque nous allons préparer à la fois les élections départementales et puis il y aura ensuite des enjeux internes, puisqu'un congrès est organisé au mois de juin. Donc c'est un parti effectivement qui
se remet en mouvement après un moment un peu de transition. De transition où on a l'impression que vous boitillez, c'est-à-dire que vous étiez un peu sur une jambe finalement? Non, parce que nous avons aussi mené des débats qui n'étaient pas des débats évidents. Vous savez, quand un parti est de la même sensibilité que le gouvernement, que la majorité, il faut trouver son équilibre. Ce que je disais, c'est pas facile. On a entendu les débats depuis ce matin. Difficile de trouver sa place finalement entre le parti de gouvernement, être godillot et finalement aussi avoir une expression assez libre. C'est difficile. Oui, et en même temps de jouer un rôle constructif. Et vous voyez, c'est un peu ce qui s'est passé là ces derniers mois. Le PS n'a pas hésité à pousser un certain nombre de réformes. Par exemple, là, vous voyez, dans le cadre du projet de loi Macron, nous sommes exprimés et nous avons eu des réserves. Il y a des sur tensions, la il y a des tensions hein, sur ce projet de loi. Ce que vous appelez tensions, nous appelons ça des débats. Mais nous avons besoin de débats. Ou alors, ça ne serait pas un système démocratique? Ouais. Jean-Christophe Cambadélis qui s'est trouvé un nouvel ennemi aussi. Hein. C'est facile aussi de taper un petit peu sur Nicolas Sarkozy et ce retour. Vous avez trouvé votre meilleur ennemi. Il est de retour. Mais on n'est pas dans une logique d'ennemi. Quand on entend Jean-Christophe Cambadélis, je ne vais pas vous refaire toute la liste, mais c'est vrai qu'il a été assez dur. Pour que le débat politique s'installe et qu'il soit posé dans des termes corrects, il faut qu'il y ait une opposition en ordre de bataille. Donc nous avions besoin effectivement que l'opposition soit en ordre de bataille. Il fallait un interlocuteur pour avoir des débats, ou alors le débat était fragmenté. Donc pour nos concitoyens, les choses sont plus lisibles à partir du moment où ils ont un leader de l'opposition. Ça n'est pas s'inventer un ennemi, c'est simplement simplifier les termes du débat. Je voudrais revenir un petit peu sur cette charte, hein, sur cet ADN. Et quand il a dit, Jean-Christophe Cambadélis, qu'il voulait réinventer un petit peu le parti, et notamment avec des idées nouvelles, et pourquoi pas remettre ces militants adhérents avec des cotisations abaissées, notamment des cotisations à 20 €. On se rappelle évidemment de la campagne de 2007 de Ségolène Royal. C'est le retour de la campagne de 2007 finalement. Mais cette campagne en 2007 a été formidable parce que précisément les militants socialistes, le nombre a considérablement augmenté. Et donc il faut que le Parti socialiste soit capable de revenir à ses fondamentaux et pourquoi pas de viser à être un jour un parti de masse. Et pour ça, il faut être accueillant. Pour être accueillant, il faut commencer par être attractif. Et puis pour être attractif, il ne faut pas que le prix soit un blocage pour adhérer. Merci beaucoup Juliette Méadel. Jean-Christophe Cambadélis se prépare à tenir une conférence de presse qu'on va suivre en direct. Je voudrais avoir quelques mots avec Luc Carvounas. Merci Luc Carvounas de répondre. Merci Juliette Méadel de répondre en direct aux questions sur les chaînes parlementaires, sénateur socialiste. Luc Carvounas, on n'a pas entendu le mot Manuel Valls qui n'a pas été prononcé pendant le discours de Jean-Christophe Cambadélis. C'est normal? Écoutez, aujourd'hui c'était le rassemblement des socialistes et nous étions là pour consacrer notre charte. Et vous l'avez remarqué dans le cadre de ce calendrier qui nous a conduit jusqu'à cette journée. Le Premier ministre n'a pas versé de contribution. Le Premier ministre, Manuel Valls, avec François Hollande, gouverne le pays pour son redressement. Aujourd'hui, c'était un temps entre celles et ceux qui animent la vie du premier parti de France, derrière Jean-Christophe Cambadélis. Et le Premier ministre, il aura son mot à dire sur ses contributions dans la vie du Parti socialiste. Il peut s'impliquer davantage, il doit. Écoutez, ce sera à lui de le dire en temps et en heure. Aujourd'hui, nous venons de consacrer cette charte qui est notre ADN, où nous avons besoin de retrouver des marqueurs. Et puis nous allons entrer dans cette phase contributive du Congrès. Nous verrons tout cela dans les mois à venir. Mais je crois qu'il faut surtout s'arrêter à la fois sur un taux de participation des militants sur cette charte qui est assez important. 32,5, c'est quand même un des taux de participation les plus importants de ces 6-7 dernières années de mémoire. Et puis un score sans égal, 78% qui ont consacré cette carte d'identité du Parti socialiste. Merci Luc Carvounas. On va suivre en direct la conférence de presse de Jean-Christophe Cambadélis qui vient de commencer. Merci à vous d'avoir répondu en direct à nos questions. Je vous laisse écouter Jean-Christophe Cambadélis qui tient donc un point presse après ces états généraux. C'est doté d'un nouveau responsable et Marine Le Pen a fait un congrès qui lui a permis d'être confirmé. Donc les formations politiques Pierre dans la remise en forme du Parti socialiste. Nous aurons à la fin du mois de janvier, au moment de la réunion des secrétaires de section, un autre moment très important. Il s'agira là de notre programme pour les élections départementales et régionales, avec un colloque sur la question de la fracture territoriale.
Enfin, il y aura les élections départementales, puis il y aura les élections départementales, puis il y aura notre congrès, et enfin nous aurons La Rochelle et les élections régionales, plus une initiative du Parti socialiste au moment de la conférence climat, où nous rassemblerons la plupart des partis sociodémocrates européens. J'aurai l'occasion en début de ce trimestre de rencontrer Sigmar Gabriel, le patron du SPD, pour mettre au point ensemble cette initiative. Donc vous voyez que le Parti socialiste a un travail bien construit et une feuille de route bien charpentée. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Oui, bonjour, Anne-Laure Danier, France Info. Qu'est-ce que vous vous projetez sur l'avenir? Qu'est-ce que vous attendez de l'intervention demain de Manuel Valls, le Premier ministre, sur France 2? Qu'est-ce que vous attendez qu'il dise? J'attends qu'il réponde à notre interpellation depuis maintenant plusieurs semaines, qui est celle d'une demande pour la fin du quinquennat sur la question de l'égalité, qu'elle devienne le marqueur de la fin du quinquennat, la lutte contre l'égalité, j'ai dit la guerre contre l'inégalité, et puis aussi la nécessité de renforcer notre dispositif contre la fracture numérique et aussi la fracture écologique, puisque nous allons avoir une année qui va être entièrement articulée autour de cette question, puisqu'il y a le sommet climat en France. J'ai dit que le Parti socialiste allait prendre un certain nombre d'initiatives. Je crois qu'il y a là deux piliers qui doivent être, au-delà des questions économiques, bien sûr, la marque de la fin de ce quinquennat. Bonjour, Adrien Gindre, BFM TV, au milieu des Lumières. Vous avez évoqué les débats qui traversent le Parti socialiste. Il y en a un qui est apparu de manière assez nette aujourd'hui dans les allées, c'est celui autour de la loi Macron. Quelles sont les attentes et les demandes du Parti socialiste à propos de ce texte? Vous savez que le Bureau national a adopté un mémorandum et que nous sommes très satisfaits que le ministre ait décidé de discuter avant de déposer ce texte devant le gouvernement. Donc nous continuons à discuter sur cette question. Karine Berger va faire une conférence de presse, je pense mardi ou lundi, je ne sais plus, pour indiquer les arêtes de notre document, parce qu'il y a beaucoup d'éléments techniques. Mais sur le fond, vous connaissez notre revendication, c'est que ce texte revienne à son objet initial, c'est-à-dire la lutte contre la rente. Il y a beaucoup de choses qui diluent l'arête principale de ce texte, qui devrait être la lutte contre la rente. Autre question? Une autre question pour le coup. Ah. Oui, non, je reviendrai après. Pour le coup, sans lien avec la politique directement, mais une photo du président de la République au Kazakhstan a beaucoup agité les réseaux sociaux depuis hier. On le voit avec une chapka et une tenue offerte par le président kazakh. Il y a eu beaucoup de commentaires. Est-ce que vous jugez ces commentaires injustes? Est-ce que vous estimez qu'il y a là trop de Hollande bashing ou que l'attitude du président est une erreur de communication? Je crois que vous faites la réponse. Écoutez, je trouve que c'est une critique injuste. On ne passe rien au président. On aurait pu critiquer Valéry Giscard d'Estaing quand il était dans une piscine avec Gerald Ford. On aurait pu critiquer Jacques Chirac en chemise hawaïenne en son temps, et ainsi de suite. Dès qu'il y a un geste diplomatique ou de courtoisie, il est vilipendé, critiqué, etc. C'est une des marques de la situation actuelle, le préjugé anti-Hollande. Alors oui, je reviens sur la question de la loi
que l'on appelle malheureusement Macron, mais qui est la loi du gouvernement quand même, il y a plusieurs aspects. Il y a tout ce qui tourne autour de la lutte contre la rente sur un certain nombre de professions réglementées, et je pense que ces protections protégées doivent pouvoir s'ouvrir au renouveau, au commerce, à l'échange. Il y a un certain nombre de choses dans ce texte qui ont pris trop d'importance par rapport au fond du texte. Je pense au travail le dimanche, ou au travail de soirée, ou à la question des prud'hommes. Je crois que là-dessus, on est en train d'avancer. C'est une très bonne chose. Voilà, vous êtes épuisés, moi aussi, et donc je vous souhaite un bon week-end. Merci. Voilà, vous avez pu suivre en direct la conférence de presse de fin des États généraux du Parti socialiste de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste qui est revenu sur des thèmes d'actualité, sur la loi Macron, sur François Hollande et son voyage au Kazakhstan, évidemment, et puis un petit peu quand même sur les États généraux du Parti socialiste. Voilà, vous avez fait vivre en direct sur les chaînes parlementaires ces États généraux. On a beaucoup parlé de la charte, on a beaucoup parlé du reste de l'actualité aussi. On espère que vous avez passé une bonne après-midi avec nous. On vous souhaite une bonne fin de programme sur les chaînes parlementaires. À très vite.